beau contexte que celui des villes invisibles d'Italo Calvino pour commencer cet après-midi consacré à ce premier café de l'Europe. Café de l'Europe, comme le rappelait à l'instant notre dernier intervenant, les cafés qui sont sans doute l'esprit même de l'Europe en sa volonté de rencontre, d'échange, de croisement entre tout un ensemble de cultures. Et je suis très heureuse de pouvoir participer avec vous à cette création, étant moi-même une européenne convaincue. Alors, nous avons à vous présenter cet après-midi tout un ensemble de tables rondes avec des intervenants qui sont des experts, chacun en leur partie, pour voir comment justement la notion de patrimoine, les villes thermales font partie de ce patrimoine que l'on cherche auquel on cherche à redonner un nouveau souffle d'une certaine manière. Et donc nous avons dans cet ensemble de tables rondes une première table ronde et qui va être consacrée donc aux ruptures numériques qui affectent le patrimoine et le tourisme des villes thermales. Je ne vous apprendrai pas que l'image du patrimoine a pris une place essentielle dans l'esprit du public depuis une trentaine d'années. On parle de patrimoine matériel, de patrimoine immatériel, et les États européens ont entrepris tout un travail de classement, de protection et bien entendu de valorisation de ces éléments patrimoniaux. Cependant, ces données n'ont pas échappé au phénomène général de mutation qui touche tous les secteurs d'activité au niveau mondial. On sait que le patrimoine s'est déterritorialisé, pour ne pas dire globalisé, qu'il faut donc le protéger. Mais que va-t-on privilégier dans un contexte de crise économique, comme nous connaissons actuellement? Et par ailleurs, la diffusion du numérique, des nouvelles technologies, bouleverse les modes de représentation. Mais il modifie aussi les modes d'appropriation, ce qui se traduit en changements majeurs dans les métiers du patrimoine. Donc, comme il a été expliqué déjà au tout début de cette séance, donc le réseau des villes thermales historiques qui s'appuie sur un patrimoine prestigieux, dont M. Le Maire a détaillé tout un ensemble. Donc ce réseau souhaite que ces questions fondamentales soient explorées au cours de cette première réunion, ce premier café. Donc, nous allons d'abord commencer par cette table ronde qui concerne les ruptures numériques qui affectent le patrimoine, pour passer peu à peu donc de cette ville invisible, de ces villes qui sont aussi dessinées par ce corpus numérique, pour aller donc vers une dimension plus européenne. Et au cours de cet après-midi, donc vous avez déjà eu un aperçu, donc à travers ces films, à travers ces textes d'Italo Calvino, mais vous allez aussi entendre tout un ensemble de textes littéraires qui ont été composés par des écrivains qui affectionnaient particulièrement le thermalisme dans les siècles précédents, mais aussi un nouveau roman, enfin un nouvel écrivain peut-être, qui est en cours d'élaboration, et donc vous aurez le plaisir de découvrir la composition grâce à Michel Thomas-Pennette, qui est donc l'une des âmes de cette réunion. Je vais donc appeler tout d'abord, pour venir parler de cette première table ronde, Vincent Puig, ainsi que Arnaud Druel. Donc Vincent Puig, qui est directeur exécutif de l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou, un institut qu'il a créé lui-même avec Bernard Stiegler, le philosophe, qu'il a fondé en 2006 et qui est devenu autonome en 2008. Vincent Puig est un expert dans les transferts que l'on peut faire entre culture et recherche. Dans un premier temps, il était directeur de la valorisation scientifique à l'IRCAM. Il a créé le forum IRCAM, qui continue 2 fois par an à faire découvrir de nouveaux logiciels. Et actuellement, donc, il travaille donc, dans cet institut
pour anticiper et analyser les mutations des pratiques culturelles qui sont permises par les technologies numériques, de façon à les faire émerger. Donc, comment ces ruptures numériques affectent-elles le patrimoine? Vincent Puig, je vous laisse la parole. Et je vous rappelle que vous avez un petit quart d'heure. C'est là tout le challenge, je pense. Absolument. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Monsieur le maire, monsieur le directeur du Centre d'art, merci pour votre accueil. Effectivement, j'ai particulièrement apprécié dans les propos de monsieur le maire, d'entendre le mot de culture du thermalisme, puisque bien évidemment, il est un peu délicat de parler des enjeux du patrimoine sans parler d'enjeux de culture, tout simplement. Donc ça va être un petit peu notre tâche, alors à deux voix, nous allons nous partager un petit peu la tâche avec Arnaud Druel. Pourquoi ? Parce que l'Agence nationale de la recherche nous a demandé très récemment, donc nous avons démarré ces travaux en janvier, de mettre en place un atelier de recherche prospective sur précisément les enjeux du patrimoine. Alors c'est un groupe qui est assez large, qui est piloté d'ailleurs par l'Université Paris 1, par Maria Gravari-Barbas, qui donc essaye de balayer tous les enjeux du patrimoine et d'ailleurs avec un enjeu de pluridisciplinarité, on peut le dire aussi, qui regroupe des chercheurs dans beaucoup de disciplines des sciences humaines, mais aussi quelques experts du champ du numérique, dont on fait plutôt partie. Donc on va bien évidemment plutôt vous parler des nouveaux enjeux du patrimoine en partant de la question numérique. Alors pourquoi inverser un petit peu la question? Parce que souvent, on dit, voilà, le patrimoine, c'est une question, c'est un enjeu, et ensuite, qu'est-ce que ça va bien vouloir dire dans le champ numérique? Bon, je pense que ce n'est pas la bonne approche. Je crois que, et là, bien sûr, je m'appuie sur les travaux plus théoriques, plus philosophiques, qui sont ceux que nous menons avec Bernard Stiegler à l'IRI. Je crois qu'il faut admettre que nous sommes définitivement et à terme dans un monde numérique. Et que toutes les disciplines, le patrimoine, la culture, la science, de toute façon, ne se poseront plus bientôt la question. Donc ce contexte que nous appelons, que nous désignons par finalement une nouvelle organologie, au sens musical presque du terme, c'est-à-dire que nous disposons d'organes numériques nouveaux, des instruments nouveaux avec lesquels, de toute façon, nous allons penser. Et donc c'est bien des questions épistémologiques qui sont en jeu dans l'avenir du patrimoine. Donc je vais partir de cette perspective et je vais essayer aussi, là aussi je rejoins les propos de monsieur le maire, de vous montrer que ces enjeux numériques ne peuvent pas être coupés des enjeux économiques. Parce que quand on parle de culture aujourd'hui, vous le savez, la culture en tant que telle est très certainement le secteur, finalement plus généralement le secteur de la connaissance est aujourd'hui le secteur économique le plus important, très certainement en France en tout cas, un atout, un actif énorme que nous envient beaucoup de pays et il faut bien le dire et vous allez le voir que les Américains savent habilement nous piller par différents moyens que je vais essayer de vous exposer parce que le patrimoine numérique c'est aussi quelque chose qui a vocation à être partagé mais qui peut être aussi tout à fait approprié par les industries du marketing et par les industries du web, tout simplement, qui sont en place. Donc il faut être conscient aussi de ces enjeux-là. Ces enjeux économiques ne sont pas séparables de la question culturelle. Alors je vais commencer justement par vous parler d'un enjeu particulièrement important aujourd'hui dans le patrimoine, qui est l'enjeu des données. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire dans une présentation sur les enjeux du patrimoine. En fait, dans le numérique, aujourd'hui, on est obligé de partir de ce nouvel objet presque philosophique qu'on appelle la donnée. La donnée ou la métadonnée, ce sont en fait tous les descripteurs, tous les index, toute l'indexation qui a pu être produite autour du patrimoine. Donc tous les efforts que vous faites pour documenter votre action ici à Enghien, toutes les recherches historiques que vous pouvez mener, génère beaucoup de données.
et beaucoup de métadonnées, c'est-à-dire de données sur les données. Par exemple, sur un film comme celui qu'on a vu, il y aurait très certainement beaucoup de métadonnées à produire sur l'origine du lac, par exemple, qu'on a vu sur le film. Donc toutes ces métadonnées, c'est vraiment, si vous voulez, la matière première, on dirait, pour faire une comparaison, c'est l'or noir du numérique, si vous voulez, cette donnée qui sous-tend tous les documents qui sont mis en ligne. C'est vraiment cet élément, cette richesse-là qu'il faut savoir analyser, qu'il faut savoir comprendre pour voir comment est-ce qu'on va se projeter dans le futur à partir d'une conception patrimoniale qui sera ouverte sur le numérique. Alors pour cela, je vais vous provoquer un petit peu en commençant par un article qui est paru très récemment dans Rue 89, que vous avez peut-être vu vous-même, hein, qui va vous plonger peut-être dans un abîme de perplexité, mais je voulais peut-être partir de là. Voilà, c'est un Américain qui a fait parler de lui dans cet article, hein, qui dit « J'ai violé ma propre vie privée, maintenant je vends tout ». Federico Zamier, un étudiant new-yorkais, s'est lancé dans une démarche de crowdfunding, on viendra sur ce terme, inédite, mettre en vente sa vie privée. Depuis février, il collecte toutes ses données de navigation et les vend au prix de 2 $ la journée. J'ai violé ma propre vie privée, maintenant je vends tout, mais combien est-ce que je vaux? Alors de quoi parle-t-il? Vous allez me dire, c'est un petit peu provoquant, qu'est-ce qu'il veut dire? Mais est-ce qu'il se prostitue? Qu'est-ce qu'il vend exactement? Il vend précisément ce que j'essaye de désigner comme cet objet nouveau qu'on appelle des données. Mais là encore, je vais faire dans l'exposé une petite différence entre les données patrimoniales que l'on a l'habitude de gérer. Et s'il y a dans la salle, certains d'entre vous sont peut-être responsables de centres de documentation, de bibliothèques. Il y a une longue tradition qui nous vient de la bibliothèque d'Alexandrie qui est relative aux données, aux métadonnées bibliographiques, hein, et aux données que l'on attache traditionnellement aux ouvrages. Ces données-là sont extrêmement bien gérées, et en France particulièrement. Il y a une donnée nouvelle dont on n'a pas encore bien pris conscience, mais par contre, vous allez voir, Google l'a très bien compris, puisque son chiffre d'affaires de 40 milliards de dollars par an est entièrement construit là-dessus, c'est la donnée de la relation. Ce qu'on pourrait appeler la social data, pour prendre un terme anglais. Et qu'est-ce que vend ce monsieur ici aux États-Unis? Il ne vend pas forcément des données, il ne vend pas forcément ses photos, ses films, son propre patrimoine. Il vend des données qui sont la relation qu'il tisse avec les documents. Il vend les traces de sa navigation sur le web. Et qu'est-ce que vous tous, vous faites lorsque vous utilisez Google? Vous alimentez un énorme réservoir de traces qui fait la richesse de Google. Et plus nous développons des systèmes numériques, plus nous exposons notre patrimoine, et nous le faisons extrêmement bien, plus Google est content. Parce qu'il récupère encore plus de richesses, et particulièrement venant de la France. Alors qu'est-ce qu'il vend exactement? Ben voilà le détail. Sa collection frôle le projet artistique. Vous voyez, ça pourrait même inspirer des artistes. 440 000 fichiers, 7 gigas d'informations, 2 800 000 lignes de code, 750 000 lignes de logs, c'est-à-dire de connexion sur Internet, 21 000 photos, 19 000 captures d'écran, 1980 lignes de texte, voilà. Et tout ça pour 200 $. Donc ça, c'est vraiment la totalité de son patrimoine personnel qu'il propose de vendre sur le web. Alors vous avez sans doute entendu parler, on en parle beaucoup en ce moment, la discussion de la Commission européenne et les Américains donc sur la protection des données personnelles. On est en plein dans le sujet, voilà bien des données personnelles qui sont protégées. Vous allez me dire quel est le rapport avec le patrimoine? Eh bien parce qu'on a une conviction intime, c'est que la première mutation qui affecte le patrimoine, c'est le fait que le patrimoine n'est plus seulement le patrimoine produit par les institutions, n'est plus seulement Enghien-les-Bains qui produit du patrimoine, c'est chaque habitant d'Enghien-les-Bains qui produit du patrimoine. Et l'expérience de chacun des habitants d'Enghien-les-Bains est particulièrement précieuse et peut-être deviendra un jour plus précieuse que tout ce que l'institution elle-même pourrait produire. Alors ce premier enjeu, c'est finalement ce qu'on pourrait résumer sous l'appellation la convergence de la mémoire personnelle et de la mémoire collective. Et finalement, ça pourrait être une définition du patrimoine, parce que qu'est-ce que le patrimoine? C'est finalement avant tout la rencontre de mon histoire personnelle avec une histoire collective. Pourquoi est-ce que je me reconnais
dans l'histoire d'Enghien-les-Bains, c'est bien parce que j'ai une histoire avec cette ville, parce que j'ai des souvenirs, parce que peut-être une grand-mère a habité dans cette ville et a fréquenté les termes à son époque. Donc cette convergence mémoire personnelle, mémoire collective, dans le monde numérique, j'ai essayé de vous le montrer de manière un peu provocante, elle est particulièrement cruciale, c'est un enjeu fondamental. Je vous donne un exemple qui est peut-être plus facile à comprendre et qui montre un peu la voie aujourd'hui. C'est une action patrimoniale très intéressante, très ambitieuse aussi, menée par le Muséum national d'histoire naturelle, qui a lancé un projet qui s'appelle Viginature, que vous avez ici à l'écran. Et Viginature, ce n'est pas seulement une action du musée, au sens patrimonial classique, où on va montrer des photographies d'animaux, une historique peut-être de l'évolution des espèces, etc., mais où on va surtout associer la population à la fabrication d'un patrimoine vivant qui est celui de la nature que l'on peut observer tout simplement dans la ville. Vous avez peut-être vu des campagnes d'observation des oiseaux, campagnes d'observation des migrateurs, campagnes d'observation des plantes, campagnes d'observation des étoiles. Sachez que les programmes scientifiques de la NASA et les programmes scientifiques de manière générale en astronomie ne pourraient pas fonctionner sans la contribution des astronomes amateurs. Pourquoi ? Parce qu'un seul centre de recherche tout seul ne peut pas observer tout ce qui se passe dans le ciel. Il a besoin d'une collectivité, il a besoin d'une contribution, donc ce que nous, à l'IRI, on appelle l'économie de la contribution, on est en plein dedans. Et donc le patrimoine, finalement, à terme, ne peut plus se concevoir sans la contribution active et permanente des habitants par rapport... Alors ici, c'est un exemple dans la nature, bien sûr, mais les exemples pourraient être sur le patrimoine. Oh, je vais vous donner d'autres exemples, d'ailleurs, qui sont plus sur le patrimoine bâti ou patrimoine naturel. Alors ça rejoint aussi ce qu'on appelle aujourd'hui dans le monde anglo-saxon la question des open science ou digital humanities. C'est tous les travaux qui essayent de reprendre la question des sciences humaines dans un contexte numérique et précisément faire de la science, ici par exemple sur les oiseaux migrateurs, faire de la science dans ce contexte avec une organologie numérique complètement nouvelle qui finalement est presque inversée puisque finalement le savoir va venir d'une sorte de mouvement bottom-up et non plus uniquement des experts, c'est réellement ouvrir la voie à finalement une autre forme de diffusion du savoir, une autre forme de fabrication du savoir, donc on est bien sur une question épistémologique, et aussi des nouvelles formes d'éditorialisation. Peut-être que sur Enghien, un collectif d'habitants peut se mettre ensemble et dire voilà, nous allons fabriquer un webdoc où nous allons mettre ensemble des photographies, nous allons créer un site web. Donc vous voyez, toutes ces formes éditoriales sont aussi sous-tendent ce mouvement de rapprochement entre la mémoire, je dirais, personnelle et la mémoire collective. Autre exemple que je voulais vous donner. Pardonnez-moi, oui. Vous approchant de... Oui, donc je vais accélérer. Ici un autre exemple de travaux qu'on a menés avec la Bibliothèque nationale de France sur des films militants des années 70, des films féministes, où les films ont été mis en ligne et où les protagonistes de l'époque étaient invités à se reconnaître. Donc c'est quelque chose que vous pourriez envisager aussi sur Enghien à partir d'archives dont vous disposez, et en demandant aux habitants tout simplement de se reconnaître, de faire un commentaire. Et là, ce qui est particulièrement intéressant, l'organologie est très sensible, c'est un commentaire qui est fait à la voix. C'est-à-dire les gens sont incités à s'enregistrer. Et donc il y a un côté intime et sensible qui passe par le biais d'une annotation vocale sur les films, sur les archives. Donc j'accélère puisqu'on me demande de conclure. Oui. Donc de toute façon, je vais laisser Arnaud traiter les deux derniers points sur la question des récits et la question des interfaces. Mais juste pour vous donner peut-être un autre exemple qui est particulièrement donc, symptomatique de la question de la donnée sociale et de l'indexation de la relation, c'est tout ce qui peut être produit donc, comme méta
méta-texte ou méta-information autour des documents. Ici, un exemple qui vous parlera peut-être plus, donc c'est un mouvement qui est assez répandu. Les archives départementales mettent de plus en plus en ligne des registres d'état civil, notamment des données patrimoniales relatives à l'histoire des familles. Et dans ce secteur, ça fonctionne particulièrement bien. Les gens se connectent beaucoup et ils sont guidés donc par la bibliothèque, ici par l'archive, pour indexer, c'est-à-dire reconnaître les noms, éventuellement lorsqu'il s'agit de documents manuscrits, de pouvoir les transcrire et de pouvoir apporter des compléments d'information à cette archive qui leur est particulièrement chère, puisque c'est souvent l'histoire de leur propre famille. Donc je ne rentrerai pas dans les détails techniques qui permettent de faire ce... Alors un exemple extrême au Japon, vous avez des archives qui sont mises en ligne et qu'on ne voit même plus, c'est-à-dire la métadonnée recouvre la donnée. Ici le système Nikoduga, qui est un équivalent de YouTube au Japon, et où finalement les gens font du commentaire en temps réel par-dessus les films, à tel point qu'on ne voit presque plus le film. Vous avez finalement le phénomène social du commentaire recouvre l'archive elle-même. Avant-dernier point que je vais balayer extrêmement vite, donc toute cette mise en ligne de documents génère ce qu'on pourrait appeler des métadonnées contributives. Ici, des exemples développés à l'IRI à partir de Twitter. Donc Twitter qui peut finalement non pas seulement être considéré comme un outil de communication, mais aussi comme un outil d'indexation. Ici, il est utilisé pour indexer des conférences qui ensuite sont mises en ligne et on peut naviguer ensuite à l'intérieur de la vidéo de l'enregistrement. Par exemple, la conférence que nous sommes en train de donner aujourd'hui pourrait être tweetée et on resynchronise donc les tweets sur cette archive pour faciliter sa navigation. Autre mouvement très important, je vous invite d'ailleurs, si vous avez le temps d'aller ce week-end au Forum des images, le festival du Mashup a lieu. C'est une tendance, c'est une pratique sociale qui se développe énormément sur le web. Il faut être prêt aussi, ça pose beaucoup de problèmes de droit, à mettre en ligne votre patrimoine, le patrimoine de la ville d'Enghien, pour dire aux gens, faites des mashups, reconstituez l'histoire dans l'ordre qui vous semble intéressant, éventuellement intercaler avec les archives de la ville d'autres archives que vous avez pu trouver ou identifier sur d'autres sources. Même principe ici sur un projet que nous menons avec la Réunion des musées nationaux sur les photographies, donc des collages, des assemblages de photographies. Ici, un dernier exemple sur des cartes mentales ou des cartes heuristiques qui permettent de naviguer entre des éléments du patrimoine. Dernier élément, et je conclurai donc avant de passer la parole à Arnaud sur les deux derniers points, toute cette économie de la contribution, ce crowdsourcing, pose des enjeux économiques importants. Donc le premier des enjeux économiques, je l'ai soulevé avec Google, c'est évident que tout leur chiffre d'affaires repose sur cette activité, sur cette navigation que nous produisons avec les données. Mais vous voyez aujourd'hui se développer énormément de systèmes de travail, alors que le rapport Collin et Collin sur l'économie du numérique a bien pointé la question du travail gratuit du contributeur. Comment est-ce qu'on va fiscaliser finalement, comment est-ce qu'on va éventuellement pouvoir fiscaliser ce travail-là? Vous avez des systèmes comme Amazon Mechanical Turk qui proposent aux gens de travailler justement sur le web, d'indexer des documents, ou bien on vous fait travailler encore gratuitement lorsque vous avez peut-être remarqué, lorsqu'on vous demande de recopier ces espèces de signes bizarres, ces petites lettres difficiles à lire, en fait, vous travaillez pour des machines qui ont besoin de l'aide de l'humain pour reconnaître des écritures manuscrites qui ne sont pas faciles à analyser pour une machine. Le musée lui-même se reconfigure de cette manière-là. Ici, vous avez l'exemple du Brooklyn Museum qui propose des expositions de photographies après que le public lui-même ait choisi les photographies. Donc la galerie de photos est entièrement reconstituée par les contributeurs. Exemple ultime, depuis 2 ans en France, nous menons donc une expérience intéressante avec les gens du musée des Confluences à Lyon, donc le Muséomix, où pendant 3 jours, des amateurs de musées finalement viennent reconstituer, donc fabriquer eux-mêmes le musée qui les intéresse. Donc ça participe du mouvement des Fab Labs, si vous voulez, de fabriquer les objets, de fabriquer aussi des dispositifs qui vont mettre ces objets, à portée du public. Je sens qu'on vous écouterait toute la Voilà, et je termine. Donc toutes ces questions posent aussi la question de la métadonnée transculturelle, c'est-à-dire qu'on a souvent eu tendance dans le patrimoine à raisonner de manière très cloisonnée, les architectes d'un côté, les archéologues de l'autre. Aujourd'hui, il y a un gros enjeu de mettre toutes ces métadonnées en relation pour proposer
des navigations transsectorielles. Ici, un exemple dans le commerce, hein, dans l'activité de la FNAC. Il est évident que la FNAC possède cette richesse, puisqu'elle sait dire, sait faire des relations entre les livres, la musique et le cinéma, par exemple. Malheureusement, elle s'en remet, comme on le voit ici sur cet article de journaux de l'année dernière, à des services américains, comme récemment, ils ont décidé de confier leur site musical à iTunes. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi, j'étais un petit peu long et je passe donc la parole à Arnaud. C'est passionnant. Merci. Et donc, pendant la... Je voudrais appeler pour la prochaine partie de cette première table ronde donc Philippe de Diffé, Michel Thomas Pénette donc, et Juliette Jeanne, pardon, puisque nous allons aborder avec eux, après l'intervention d'Arnaud Druel, la question du contexte européen. Mais tout d'abord, nous redonnons la parole aux villes invisibles. Bonjour, alors tout d'abord, merci beaucoup à... Allô ? Pardon, il y avait quelqu'un qui... Un instant. Oui. Donc, nous attendons la lecture du texte sur les villes invisibles, Valdrade et Octavio. La ville de Valdrade. Les anciens construisirent Valdrade sur les rives d'un lac avec des maisons, aux vérandas entassées les unes au-dessus des autres, et des rues hautes dont les parapets à balustres dominent l'eau. De sorte qu'en arrivant, le voyageur voit deux villes, l'une qui s'élève au-dessus du lac et l'autre, inversée, qui y est reflétée. Il n'existe ou n'arrive rien dans l'une des Valdrades que l'autre Valdrade ne répète, car la ville fut construite de telle manière qu'en tous ses points elle soit réfléchie par son miroir. Et la Valdrade qui est en bas dans l'eau contient seulement toutes les cannelures et tous les reliefs des façades qui se dressent au-dessus du lac, mais encore l'intérieur des appartements, avec les plafonds et planchers, la perspective des couloirs, les glaces des armoires. If you choose to believe me, good. Now I will tell you how Octavia, the spiderweb city, is made. There is a precipice between two steep mountains. The city is over the void, bound to the two crests with ropes and chains and catwalks. You walk on the little wooden ties, careful not to set your foot in the open spaces, or you cling to the hempen strands. Below, there is nothing for hundreds and hundreds of feet. A few clouds glide past. Further down, you can glimpse the chasm's bed. This is the foundation of the city, a net which serves as passage and as support. All the rest, instead of rising up, is hung below. Rope ladders, hammocks, houses made like sacks, clothes hangers, terraces like gondolas, skins of water, gas jets, spits, baskets on strings, dumbwaiters, showers, trapezes and rings for children's games, cable cars, chandeliers, pots with trading plans. Suspended over the abyss, the life of Octavia's inhabitants is less uncertain than in other cities. They know the net will only last so long. Donc, retour à notre thème porté, nous allons de l'invisible au virtuel, donc c'est très bien. Arnaud Druel, qui est ici, donc,
chargé d'animation stratégique à Cap Digital. Il est référent des communautés images, son, interactivité, jeux vidéo, services et usages mobiles. Et dont vous allez nous présenter une synthèse du travail qui a été réalisé en atelier sur la numérisation du patrimoine. C'est donc la suite des thèmes abordés par Vincent Puig. Merci beaucoup de m'accueillir ici aujourd'hui à Enghien et dans son centre des arts. Un tout petit mot sur Cap Digital pour vous dire que, donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, on est le pôle de compétitivité des services et contenus numériques en Île-de-France, et de plus en plus on déborde de l'Île-de-France. Donc on rassemble en fait une communauté de 700 structures liées à l'innovation, en grande partie des startups et des PME, mais aussi des centres de recherche comme l'IRI, des grands groupes industriels français, des fonds d'investissement et des collectivités. Donc évidemment ça nous parle, cette notion de ville thermale, puisque les villes thermales étaient non seulement des endroits où on venait se soigner, mais aussi des endroits très propices à la réflexion, à l'innovation. Et dans le numérique aussi, on essaie de pousser cette notion de lieu où les gens vont pouvoir se rencontrer et échanger. Et ça porte tout un tas de noms, des accélérateurs, des incubateurs, des barcamps, des hackathons. Le numérique est extrêmement fécond en termes désignant ces lieux où on innove. Et en ce moment même, on a nous-mêmes organisé notre grand forum de réflexion qui s'appelle Futur en scène, auquel on a intégré d'ailleurs aussi l'événement d'aujourd'hui. Et donc voilà, il y a une proximité un peu intrinsèque entre cet esprit des villes thermales et puis aujourd'hui l'esprit d'innovation numérique. Donc à Cap Digital, on n'est pas des spécialistes du patrimoine à proprement parler. En revanche, on s'intéresse de très près au numérique et à son impact sur différents secteurs, que ce soit le secteur du loisir, du commerce, de la santé, de l'industrie. Et donc on essaie d'imaginer et de mesurer un petit peu quel impact ont les leviers qui arrivent avec le numérique sur ces différents secteurs. Et donc les travaux qu'on fait en ce moment et qu'a présenté Vincent tout à l'heure ont précisément pour objet d'étudier l'impact des nouvelles technologies numériques sur le patrimoine. Donc on voit aujourd'hui arriver des dispositifs de réalité augmentée, en particulier depuis des terminaux mobiles, des technologies qui permettent d'analyser, de mesurer et d'analyser de très larges quantités de données, ce dont Vincent parlait déjà tout à l'heure, ce qu'on appelle aujourd'hui le big data. On voit arriver aussi d'autres technologies, encore une fois portées souvent par les terminaux mobiles, qui permettent de géolocaliser les visiteurs, les œuvres, de nouvelles méthodes de narration, de façon de raconter des histoires. Et on sait que le patrimoine aussi, au-delà de l'objet qu'il incarne, au final ce qui compte c'est aussi l'histoire qu'on raconte autour des objets et des lieux. C'est aussi un très fort mouvement, le numérique, d'open innovation, de crowdsourcing. Vincent parlait tout à l'heure de l'initiative Muséomix. Et puis ce sont aussi des méthodes, ce qu'on appelle la gamification, la ludification. Vous m'excuserez pour tous les anglicismes que vous trouverez dans ma présentation. Donc cette gamification qui permet aussi de rendre l'expérience du patrimoine plus distrayante pour le jeune public bien sûr, mais aussi pour les autres visiteurs. Donc qu'est-ce que ça change au-delà de l'effet le mode? Aujourd'hui, c'est les mots que j'ai mis sur la colonne de gauche, vous les trouverez dans énormément d'articles, de journaux à droite et à gauche. Qu'est-ce que ça change concrètement? Ça va permettre aux musées de mieux guider, ou aux villes de mieux guider leurs visiteurs. Ça va permettre d'enrichir leurs visites en leur donnant accès à des informations complémentaires. Ça va leur permettre d'être plus efficaces dans la façon de gérer aussi leur collection, leurs lieux, leurs objets. Ça va permettre aussi de toucher un public plus large, celui qui ne peut pas forcément se déplacer, celui qui consultera des informations sur telle ou telle ville depuis l'autre bout de la Terre via de grandes plateformes de données. Et ça a un impact un peu plus fondamental aussi, le numérique, sur la notion même de patrimoine en fait. Le patrimoine, qu'est-ce que c'est finalement? Sinon quelque chose de partagé par le plus grand nombre, une histoire commune. Or la révolution du numérique, c'est avant tout une révolution de la communication. Et donc c'est une révolution qui permet de partager à beaucoup plus grande échelle et beaucoup plus facilement
différentes expériences, différentes histoires. Et donc le numérique, ça entraîne une explosion en fait du patrimoine, de la notion de patrimoine, qui finit par sortir des mains des sélectionneurs traditionnels, les institutions traditionnelles, qui étaient qualifiées pour labelliser, ça s'appelle l'UNESCO, le ministère de la Culture, qui disait ça c'est du patrimoine, ça n'en est pas. Aujourd'hui, il y a un mouvement de fond qui a tendance à dépasser ces institutions pour consacrer de nouvelles formes de patrimoine via des logiques contributives. Donc après ce panorama, je vous propose de regarder quelques exemples de ces différents impacts. Quand je parlais de la géolocalisation, on est de plus en plus nombreux à se servir de nos téléphones pour se déplacer à l'intérieur des villes. On ne le fait pas encore énormément pour l'intérieur des bâtiments, mais c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. On voit passer de plus en plus de startups françaises comme Initeo, comme Polestar, qui vient de conclure un accord avec Universcience donc, qui gère le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences, pour aider les visiteurs à se repérer à l'intérieur des bâtiments. Google aussi, qui est, comme le disait Vincent, très attentif au marché de la culture et du patrimoine, s'est également positionné avec une technologie un peu différente. Mais l'enjeu, ça va être justement, voilà, quand vous arrivez au Louvre et que vous êtes étranger, que vous n'avez jamais mis un pied dans ce musée, vous allez plus rapidement pouvoir identifier les endroits où vous voulez aller, vous allez moins vous perdre. Et le musée va aussi pouvoir pousser différents contenus susceptibles de vous intéresser en fonction de l'endroit où vous êtes. Un autre type de nouveaux services qu'on voit beaucoup se développer à Cap Digital autour du patrimoine, c'est la notion de mise en récit. Quand vous vous promenez dans la rue et que vous voyez des bâtiments anciens, des statues, si vous ne savez pas l'histoire qui est liée à ces objets, ça ne vous évoque pas grand-chose. Donc aujourd'hui, on voit de plus en plus de services d'histoire géolocalisés, d'histoires qui peuvent être véridiques, historiques, ou d'histoires fictives créées par des communautés parfois larges d'auteurs et de contributeurs amateurs. Et bien, cette dynamique va permettre d'enchanter en fait, le monde qui vous entoure, que ce soit dans une ville thermale. Et je suis sûr qu'on ne verra pas un lac de la même manière si on sait que Dumas y a fait du patin à glace que si on n'a pas l'information. Autre chose aussi, c'était le fait d'enrichir l'expérience via la réalité augmentée. Donc c'est encore une autre manière, via des technologies de reconnaissance d'image, de reconnaissance de forme avec votre téléphone. Vous allez pouvoir solliciter d'autres informations qui vont venir en surimpression de votre écran. Donc aujourd'hui c'est encore assez contraignant, le fait de tenir sa tablette pour afficher de l'information par-dessus ce que vous voyez à l'œil nu, mais avec des nouveaux terminaux comme les lunettes en réalité augmentée. On parle énormément des Google Glass qui permettent de voir par-dessus sa lunette des informations qui viennent augmenter la réalité. En France, on a aussi des entreprises qui le font très bien, comme l'Aster Technologies par exemple, qui dispose aussi de ces technologies de réalité augmentée. On a de très grands acteurs mondiaux comme Essilor par exemple, qui se mettent aussi sur ce sujet. Et bien ça permet d'avoir des informations supplémentaires par rapport à la réalité. Là, le visuel que vous voyez, je ne vais pas trop m'y attarder parce que je crois que Art Graphique et Patrimoine va intervenir un petit peu plus tard au cours de cette journée. Mais là, c'est l'abbaye de Jumièges qu'on voit, abbaye en partie détruite. Et bien, si vous la regardez à travers votre iPad, vous allez voir comment était cette abbaye plusieurs siècles auparavant, avant cette destruction partielle. Un autre exemple aussi, plus B2B comme on dit, davantage tourné vers les administrateurs des lieux, c'est la gestion des lieux grâce à des technologies comme le tracking des visiteurs. Donc là, c'est une entreprise qui s'appelle SmartFlows, une jeune start-up incubée à Paris qui a à peine 2 ans d'existence et qui a déjà de nombreux clients. Et qui permet en fait aux gestionnaires de lieux de savoir, grâce à des techniques d'identification du signal Wi-Fi, où sont les visiteurs, quels sont les points chauds à l'intérieur d'un musée, où les visiteurs se concentrent, quelles sont au contraire les zones mortes qu'il faudrait peut-être réaménager, est-ce que les gens passent du temps à faire la queue,
quelle est la fréquence de leur visite. Est-ce qu'ils viennent plutôt le soir, plutôt le matin? Aujourd'hui, ce qu'on a surtout, c'est des données à l'entrée et à la sortie des bâtiments. Ici, ça permet d'avoir ce type de dispositif permet d'avoir une connaissance beaucoup plus fine de ce que font les visiteurs à l'intérieur du lieu. Et évidemment, comme souvent, c'est une solution bien sûr qui intéresse les lieux touristiques, mais qui a des répercussions beaucoup plus larges, comme dans les transports par exemple, ou la grande distribution. Un autre exemple, c'est l'utilisation donc des technologies de 3D et de reconstitution d'environnements virtuels pour mieux se représenter comment était le passé. Là, ce qu'on voit, c'est la Bastille. Si vous retournez à la place de la Bastille aujourd'hui, vous verrez que c'est très différent. Donc Dassault Systèmes, qui est le leader mondial des logiciels de modélisation 3D, qu'ils appliquent beaucoup à l'aéronautique notamment, s'est livré à cette expérience via un projet qui s'appelle Paris 3D, qui a été présenté au public il y a quelques mois, et qui visait en fait à reconstituer Paris à différentes époques historiques, que ce soit la Révolution, l'époque romaine, le Moyen-Âge, ou plus récemment. Et donc aujourd'hui, les technologies 3D permettent aussi de nous immerger dans l'histoire. Voilà, et puis Vincent parlait tout à l'heure de muséomix, donc j'y reviendrai pas, mais un autre exemple de sollicitation de ce que Henri Verdier, l'ancien président de Cap Digital, appelait la multitude. Donc c'est le crowdsourcing. Donc Café Dassault, par exemple, pour reprendre cet acteur, c'est qu'ils se sont dit, bon, on trouve que les inventions de Léonard de Vinci sont finalement assez peu connues, on connaît énormément ses peintures, mais aujourd'hui, comme on n'a pas de traces réelles de ses inventions, on a oublié qu'en fait, une très grande partie de l'œuvre de Léonard de Vinci, c'était le design et la conception de différents ouvrages, y compris des ouvrages militaires. Et donc Dassault s'est dit, bon, on crée une plateforme sur Internet, on met à disposition nos outils de modélisation 3D à destination du public, et on voit ce qui se passe. Et ce qui s'est passé, c'est que des gens du monde entier, en fait, des amateurs intéressés par l'œuvre de Léonard de Vinci, se sont appropriés ces objets et les ont modélisés eux-mêmes en 3D. Et donc Dassault Systèmes s'est retrouvé avec toute une collection d'objets modélisés en 3D, une sorte de musée en ligne finalement, qui a donné lieu ensuite à des expositions sur place dans des différents musées, où les utilisateurs pouvaient s'approprier ces différentes inventions. Et donc incontestablement, l'un des enjeux aujourd'hui, dans le domaine du patrimoine comme ailleurs, c'est que les institutions et les acteurs existants, les acteurs traditionnels entre guillemets, parviennent à s'approprier en fait cette puissance créative du public qui ne veut plus seulement consulter, mais qui veut aussi participer. Et donc ça ne doit pas être vécu comme une menace, mais avec le bon encadrement scientifique, ça peut être vu comme une formidable opportunité. Bien, je vous remercie Arnaud Druel de cette présentation.